turasira osekuru nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashafuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans les studios de La Voix des Grands Lacs. Et comme invité aujourd'hui, nous avons mademoiselle Karine Kanimba, la fille de Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina, que vous connaissez tous, c'est le héros de Tel Rwanda, qui en 1994, au plus fort du génocide des Tutsis, a sauvé par ses propres moyens, dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel des 1000 collines, il a sauvé plus de 1200 Tutsis qu'il a pu garder dans cet hôtel jusqu'à ce que les Nations Unies trouvent les moyens de les évacuer dans un endroit plus sécure. Aujourd'hui, vous le savez, Paul Rusesabagina est entre les mains du pouvoir de Kigali. Il a été kidnappé il y a quelques mois, il y a précisément 8-9 mois qu'il a été kidnappé par le pouvoir de Kigali. Alors qu'il voyageait pour aller à Bujumbura, il a été enlevé des Émirats arabes, embarqué à bord d'un avion spécial, d'un jet, et il s'est retrouvé entre les mains de la police rwandaise. Quelque temps après, le ministre de la Justice a admis d'ailleurs que c'est le gouvernement rwandais qui avait organisé cet enlèvement et qui avait financé cet enlèvement. Le problème, c'est que la communauté internationale, comme souvent malheureusement, n'a pas fait grand-chose à ce jour. Il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui ont beaucoup travaillé, qui ont appelé au secours, qui ont lancé des alertes, mais certains gouvernements se comportent comme si les droits de l'homme aujourd'hui n'avaient plus d'importance pour eux. Nous allons donc passer la parole à notre invitée, Karine Kanimba, pour nous expliquer en long et en large la situation de son père qui copie dans les prisons du Rwanda, où ses droits basiques ont été bafoués et continuent d'être bafoués. Donc, Karine Kanimba, je vous donne la parole. D'abord, je vous souhaite la bienvenue dans nos studios et je vous laisse parler de cette situation qui est dramatique, d'abord pour la famille Rusesabagina, mais aussi pour nous tous, ses amis et ses camarades de lutte qui sommes à l'étranger. Karine, à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je m'appelle Karine Kanimba et comme vous l'avez dit, donc, je suis la fille de Paul Rusesabagina. Et en août 2020, l'année dernière, pardon, en août 2020, mon père a été kidnappé lors d'un voyage à Dubaï en destination de Burundi. Il a été emmené dans un jet privé où il a été drogué. Et puis, en arrivant à Kigali, il a été menotté des bras, des jambes, couvert la bouche, les yeux, et emmené dans un endroit qu'il décrit comme un abattoir. Pendant ces 3 jours, il entendait des cris de femmes, d'hommes dans les chambres, dans les salles d'à côté, crier jusqu'à ce que la vie leur soit prise jusqu'à ce qu'ils soient tués, en d'autres mots. Il entendait, à un moment, il avait presque perdu d'oxygène. Ses jambes commençaient à trembler parce qu'on avait couvert la bouche pendant tout ce temps et les yeux couverts. Il tremblait et les gardiens qu'il détenait dans cet abattoir sont venus pour enlever le masque qu'il avait sur le nez et la bouche pour qu'il puisse respirer et ne pas perdre tout son oxygène. Donc, pendant ces 3 jours, il a été torturé dans un endroit que personne ne connaît, à part que lui décrit comme un abattoir. Et puis après, il a été emmené devant le Rwanda Investigation Bureau, devant le RIB, où il a été montré devant les médias et accusé de terrorisme. Depuis son arrivée au Rwanda, donc ça c'était les premiers jours, et d'ailleurs il y a encore plus de détails sur ce qui s'est passé les jours où on peut en revenir après.
Mais depuis ces premiers jours, ça a continué. Les violations de ses droits ont continué. On lui a interdit d'avoir accès à ses avocats. Il a une équipe d'avocats internationale qui ont tous été liés accès ou strictement refusés par le gouvernement rwandais de le voir. On lui a privé même de ses médicaments. Il était détenu en confinement, en isolement cellulaire pendant plus que 260 jours. Et ça a un effet impact sur une personne, mentalement sur une personne énorme. Donc, ça peut lui faire énormément de mal, non seulement mentalement, mais physiquement aussi. Et puis encore une fois, on continue de même le laisser vraiment pouvoir se préparer pour le procès jusqu'il ait décidé de ne plus en faire partie. Donc ça, c'est les premiers jours où on lui privait déjà de ses droits fondamentaux, ses droits humains, mais aussi ses droits de défense. Depuis le 17 février 2021, le procès a commencé à Kigali. C'est un procès spectacle, un procès théâtre, et c'était clair et net depuis le départ. Déjà, si on veut donner à quelqu'un un procès équitable, on ne le kidnappe pas, on utilise les voies légaux. S'il y avait des vraies preuves contre lui, ils auraient utilisé les canaux réguliers à travers l'extradition, que ce soit des États-Unis ou de la Belgique, comme il est résident américain et les citoyens belges. Mais ils ont décidé de ne pas faire ça. À la place, ils l'ont kidnappé, torturé et emmené de force au Rwanda. Donc le procès ne pourra pas être équitable sur ces bases, comme ça a commencé comme ça. Mais en plus de ça, on lui a interdit de voir ses avocats. On lui a interdit de se préparer pour le procès, pour un procès dont on l'accuse de terrorisme, et même interdit d'avoir accès à un bic et un stylo pour pouvoir se préparer pour ce procès. Les juges ont reconnu ces faits. Ils ont demandé à ce que ces faits soient réparés, qu'il ait accès à ses ressources, à ses documents, même ses avocats, qu'il puisse se consulter avec ses avocats en confidence. Par contre, ça aussi, ça lui a été nié, et donc du coup, il a décidé de ne plus faire partie du procès. Un procès qui a continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette semaine aussi, et qui continue à être vraiment n'importe quoi du théâtre, et les juges prennent des directions ou les instructions de quelqu'un d'autre, et on sait que c'est le président Paul Kagame. Alors, il y a un aspect qui porte sur, en fait, je veux dire, l'aspect sanitaire, l'aspect de sa santé, parce qu'il faut savoir que Paul, en entrant en prison, il avait déjà des maladies, il avait des médicaments qu'il devait prendre régulièrement. Est-ce qu'au moins cela a été réglé? Parce qu'il y a quelques mois, justement, ça ne passait pas. On lui interdisait ou on refusait de lui donner les médicaments que sa famille lui envoyait, lui avait fait parvenir. Qu'en est-il aujourd'hui, Karine? Oui, donc ces médicaments, il ne les a toujours pas. Donc on lui a envoyé des médicaments à travers la valise diplomatique belge. Mais quand la Belgique, quand l'ambassade belge a amené ces médicaments à la prison, les autorités de la prison ont décidé de ne pas les lui donner. Ils les ont jetés. Et à la place, ils ont décidé de continuer à lui donner leurs propres médicaments, donc les médicaments qu'il a besoin, mais qui viennent du Rwanda et pas ceux qu'on a envoyés. Ces médicaments que papa prend, c'est les mêmes depuis 20 ans aussi. Et puis, il a eu un cancer ces dernières années, donc il doit être suivi d'une certaine façon. Et ça aussi, on ne le lui permet pas. Donc, ils insistent, le gouvernement rwandais insiste à dire qu'ils ont assez ils peuvent prendre soin de lui, mais on sait que sa santé se détériore. Déjà, il a été détenu, comme j'ai dit, en isolement cellulaire pour plus de 260 jours. Donc ça, ce n'est pas prendre du soin de quelqu'un. Mais en plus de ça, on sait qu'il n'est pas, maintenant, depuis maintenant 2 semaines, il ne reçoit plus les repas habituels. Donc avant, il recevait 3 repas par jour, comme c'est la loi internationale. Mais depuis, on lui donne un repas par jour de maïs et d'haricots et un verre d'eau. Et donc ça, honnêtement, ils ont commencé à faire ça pour le forcer à revenir dans le procès. Donc, comme il s'était retiré du procès et qu'il avait décidé il a dit à la cour au Rwanda en disant que vous m'avez nié de tous mes droits, vous m'interdisez de voir mes avocats, vous m'interdisez de lire mon dossier, vous m'interdisez d'avoir un bic et un stylo ou un stylo pour écrire ou pour prendre des notes. Je ne peux pas me préparer pour ce procès. Donc, il s'est retiré, mais le procès a continué. Le procès a continué sans lui et à travers ces derniers mois, on a vu les juges vraiment guider les co-accusés en demandant « Alors, pourquoi vous ne parlez pas de Rusesabagina? Avez-vous des contacts avec M. Rusesabagina?
Et les co-accusés répondent non, on ne le connaissait pas, on a entendu parler de lui, on n'a jamais eu de contact avec lui. Donc, on sent que les juges essayent vraiment de guider ces accusés à accuser mon père quand ils ne le font pas. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, apparemment, ont vraiment montré que mon père ne devrait pas être au Rwanda parce qu'ils ont, à travers leurs témoignages. Et donc maintenant, comme mon père a refusé de venir dans le procès spectacle que Paul Kagame avait prévu pour non seulement humilier mon père, mais aussi faire mettre en avant son système judiciaire qui est assez corrompu, comme on le voit maintenant, ça ne marche pas, comme papa n'est pas dans le procès. Donc depuis, ils ont changé leur tactique pour le forcer en le maltraitant à la prison, en maltraitant ses avocats à la prison, en lui interdisant de même lire des documents. Maintenant, quand nos avocats rwandais vont le voir à la prison, ils ont le droit de venir avec aucun document. Et tout ça, c'est des violations de droits de défense, c'est des violations de droit international dont le Rwanda est signataire. Donc, quand on parle de traités internationaux dont le Rwanda fait partie, on est beaucoup d'autres pays au monde font partie, quand on viole chacun de ces droits, c'est qu'on ne devrait pas faire partie de ce groupe de pays qui respectent ces droits. Écoutez, cela ne m'étonne pas beaucoup, en fait, parce que le président Paul Kagame lui-même a essayé de justifier ce kidnapping, y compris récemment à Paris, quand des journalistes lui ont posé la question, il a dit mais alors, nous l'avons fait, où est le mal? Il ne comprend pas que kidnapper quelqu'un, que commettre un enlèvement contre la volonté de quelqu'un d'un pays à l'autre, il ne comprend pas, il le sait, mais lui, il s'en fout en fait. C'est un acte banal que d'aller kidnapper quelqu'un à Dubaï, à Washington, à Paris, à Bruxelles ou ailleurs. Donc, les autres moyens de torture qu'il utilise pour essayer de l'amener là où il veut, ce n'est pas vraiment très étonnant de la part du régime de Kigali. Tout ce que nous souhaitons, c'est quand même que la situation s'améliore. Récemment, on a parlé d'un autre fait. On a parlé d'un autre fait qui consiste à lui adjoindre 2 co-résidents dans sa chambre, qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi ni comment ils ont été choisis pour partager la chambre avec Paul Rusesabagina. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça continue? Donc, depuis qu'ils l'ont enlevé, donc comme garder quelqu'un en confinement solitaire, en isolement cellulaire pour plus que 15 jours est considéré de la torture. C'est une violation des règles Nelson Mandela qui sont reconnues par les Nations Unies. Après avoir reconnu du coup qu'ils avaient violé ces règles Nelson Mandela, ils ont bougé papa pour le mettre dans une cellule avec deux autres détenus. Par contre, ces détenus partent tôt le matin et reviennent tard le soir. Donc, on ne pense pas que c'est des vrais prisonniers. On ne sait pas vraiment qui ils sont. Tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on prie chaque soir et tous les jours pour que rien n'arrive à notre père parce qu'on ne sait pas qui sont ces gens. Par contre, je voulais en revenir à ce que vous avez dit sur le kidnapping international et le fait que le président Paul Kagame a dit dans l'interview de France 24, c'est que non seulement il a avoué encore une fois qu'il a commis un crime international en kidnappant notre père, mais son ministre de la Justice a aussi donné un interview sur Al Jazeera en février où il a admis que le gouvernement rwandais a payé pour le vol qui a emmené notre père au Rwanda, et il a admis aussi d'autres violations de ses droits de la défense. Grâce à ça et aussi aux aveux du secrétaire général de RIB, le Congrès américain a reçu une proposition et le US Treasury Department et le State Department ont reçu une proposition pour mettre des sanctions sur le ministre de la Justice rwandais, M. Johnston Busingye, et aussi le secrétaire général du RIB, Jano Ruhinga. Je pense que donc ils ont demandé des sanctions économiques et des sanctions de visa pour que ces deux individus ne puissent plus entrer aux États-Unis pour avoir participé dans le kidnapping de mon père. Donc pour dire, c'est des violations de droit international qui ne vont pas être acceptées, qui maintenant, on voit déjà maintenant en venant de ce côté-là de l'Atlantique qu'ils ne sont pas contents avec ces violations de droits humains, et on espère que le reste du monde aussi va suivre en disant nous ne sommes pas d'accord, nous devons mettre des sanctions et nous devons mettre fin à ce style de violation de droits humains et de violations internationales.
En résumé, Paul Roussé-Sabagina, qui est quand même citoyen belge, et donc citoyen de l'Union européenne, qui n'est que résident permanent aux États-Unis, il est vraiment protégé. On sent qu'il y a une volonté de protection par le gouvernement américain et par les organes américains qui sont chargés de cette question. En revanche, on n'entend pas trop, même si ces derniers temps, il y a eu des balbutiements de la part de la Belgique, de certains pays belges, du Parlement européen aussi. Mais la Belgique n'a pas fait le même pas que les États-Unis, par exemple. On n'est pas passé au stade des sanctions, notamment. Donc, pour la Belgique, là où c'en est pour l'instant, c'est que déjà le Parlement fédéral belge donc, a accepté une résolution qui lui a été proposée par Els Van Hout dans la commission des affaires extérieures, qui demande au gouvernement belge de repatrier, de négocier avec le Rwanda pour que papa soit repatrié ici en Belgique. On sait donc du coup, ça fait plusieurs mois que le Parlement belge en discute. On sait que le peuple, les représentants du peuple belge sont d'accord avec nous que tout ça est inacceptable. Et d'ailleurs, ça a été prouvé à travers plusieurs questions parlementaires ces derniers mois et aussi maintenant cette résolution qui a été acceptée. Donc, en tant que le peuple belge sont conscients de cette injustice au point de vue du Parlement. Par rapport au gouvernement, cette semaine, nous avons rencontré, notre famille a rencontré la ministre des Affaires étrangères, Mme Sophie Wilmès, qui nous a réassuré de son engagement de vouloir trouver une solution pour ramener notre père à la maison. Maintenant, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin de soutien. Et on sait qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont adopté une résolution en février qui condamne la disparition forcée, qui condamne le Rwanda d'une façon que l'Union européenne n'a jamais condamné le Rwanda avant, par rapport non seulement à ce qu'ils ont fait à mon père, mais aussi tous les autres crimes commis par ce gouvernement. Donc, la rhétorique change, la perception du Rwanda change, et on espère aussi que la France, malgré ses récentes démarches envers le Rwanda, on espère qu'elle est consciente aussi que le gouvernement français devient conscient avec le reste du monde petit à petit de la dictature rwandaise et des dangers de s'approcher à un pays comme tel. En d'autres mots, la France n'a encore rien fait. La France, Emmanuel Macron a l'air de ne pas être au courant, ou bien fait semblant de ne pas être au courant de la dictature et des violations, des crimes atroces commis par ce gouvernement. Et c'est une honte parce que les principes de la France, les principes de la liberté, les principes de la justice, de l'égalité, c'est des choses qu'on sait très bien que le Rwanda ne respecte pas. Et faire des photos avec le président rwandais, donner des câlins au gouvernement rwandais pour des photos, pour la relation publique, ce n'est pas quelque chose qui aide son image publique. Au contraire, ça montre ça ne le dérange pas de serrer la main avec quelqu'un qui a du sang sur les mains. Bien, je peux vous garantir que le président Emmanuel Macron connaît la situation de Paul Roussé-Sabagina, puisque nous, résidents, plutôt citoyens franco-rwandais, lui avons fait des mémos sur cette problématique, sur ce problème. Il connaît la situation des droits de l'homme au Rwanda. Nous lui avons aussi fait parvenir plusieurs mémorandums. Et en plus, il ne travaille pas seul, il a des collaborateurs, il a des ministres, il a des fonctionnaires qui travaillent sur ce genre de dossier, il a des diplomates. Et donc, s'il faut dire la vérité, c'est que le gouvernement français a autre chose à faire plutôt que de s'occuper des malheurs des Rwandais. Je pense que nous devons continuer à lui parler, à parler au président Macron et à son gouvernement pour dire que la France, qu'on ne se reconnaît plus à travers cette partie des droits de l'homme. Si les autres pays peuvent bouger, si des pays qui n'ont rien à voir avec Roussé-Sabagina peuvent faire des gestes importants et que la France, elle, reste silencieuse, on peut se dire, c'est peut-être qu'il y a des intérêts supérieurs, notamment financiers, en jeu. Et je pense vraiment que vous devriez vous adresser. C'est une occasion aussi, à travers notre chaîne, La Voix des Grands Lacs, adressez-vous à M. Macron. Non, absolument. Et le truc important aussi à réaliser, c'est que beaucoup des choses qui sont exposées, qui viennent du Rwanda, la raison pour laquelle on voit maintenant les gens dans la diplomatie internationale non seulement
adressé même le sujet de la dictature et des crimes qui se sont produits au Rwanda, c'est parce que maintenant, ils sont au courant. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment informer le président. Donc, vous dites que vous lui avez écrit sur le dossier de Paul Rusesabagina, mais il faut aussi, ça doit être continué. Donc, on doit continuer constamment à leur mettre les faits devant les yeux, parce qu'une fois qu'on réalise de l'atrocité qu'on laisse passer, en anglais, on appelle ça être un bystander. Un bystander, ça veut dire être celui qui regarde une chose affreuse se passer et ne rien faire. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer la France, l'histoire de la France, et qui va rajouter une tâche sur l'inaction et la culpabilité que le peuple, que le gouvernement français porte par rapport à surtout ça. Donc, moi, en m'adressant à la France, je leur dirais de respecter les droits internationaux, d'accepter la responsabilité de promouvoir le respect de la justice, les droits humains et de dire quelque chose, quand on voit que l'injustice persiste. Et dans le cas de mon père, il a été kidnappé, torturé, privé, lié de tous ses droits, jusqu'à ses médicaments, jusqu'à maintenant ce qu'il mange. Il est en très mauvaise santé. On ne sait pas vraiment combien de temps est-ce qu'il peut tenir dans ces conditions. Et on a besoin de votre aide, on a besoin de l'aide de monsieur le président français pour s'adresser à son nouvel ami, le président Paul Kagame, en lui demandant de relâcher notre père le plus rapidement possible. Nous avons parlé de l'attitude de plusieurs gouvernements, dont celui des États-Unis, de Belgique, du Parlement européen. Et tout de suite, vous parlez de la France. Est-ce que vous pensez que la communauté rwandaise, elle, a eu l'attitude qu'il fallait? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est récurrent? Ou alors elle fait des petits coups et puis elle se tait, elle devient bystander? Je pense que la communauté rwandaise, en tout cas, on reçoit beaucoup de soutien à travers la communauté rwandaise internationalement. Au Rwanda, c'est plus compliqué vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais on entend le soutien, on sent le soutien et on remercie tout le monde pour cette aide. Par contre, on sait aussi qu'on a besoin que ça continue. On a besoin que les gens continuent à garder non seulement l'œil sur le dossier, sur ce qui se passe, pour qu'ils nous aident à continuer à exposer cette injustice, mais aussi qu'ils aient le courage, que le peuple rwandais ait le courage de se mettre debout pour ce qui est juste, pour nos droits, et de mettre fin à ces violations qui persistent, qui continuent. Et si c'est aujourd'hui c'est mon père, demain ça peut être ton frère, demain ça peut être ta mère. Et si on ne s'entraide pas, eh ben, on va jamais y arriver. Donc l'idée c'est de savoir qu'ensemble on peut vraiment y arriver si on s'y applique et qu'on persiste dans les démarches à demander à ce que la loi et la justice soient respectées. Mais aussi à travers le continent africain, on reçoit des messages venant de la Nigeria, de l'Afrique du Sud, partout dans le monde. Et on sent le soutien à travers le monde. Et c'est vraiment, ça change. C'est bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et le truc, c'est qu'éventuellement, Paul Kagame ne va pas pouvoir garder cette pression. Ça va lui coûter beaucoup plus cher d'avoir notre père détenu au Rwanda que de le relâcher. Vous faites bien les pays africains, parce que j'allais justement vous demander si vous aviez des contacts ou des soutiens au niveau de l'Afrique des Grands Lacs, hein, au niveau des pays des Grands Lacs, du Congo, parce que finalement l'impunité qu'on continue à assurer à Paul Kagame, c'est aussi ça qui le renforce. C'est cela qui lui permet de faire tout ce qu'il veut, de kidnapper les gens au Congo, d'attaquer le Congo quand il veut, d'envahir les autres pays de la région. C'est par rapport au silence de la communauté internationale. Et moi, je dis que la France doit écouter les voix de ceux qui lui demandent d'agir. Mais les pays voisins aussi du Rwanda devraient comprendre que l'affaire Rusesabagina est symbolique de tout ce que le Rwanda a fait depuis maintenant 30 ans dans cette région. D'ailleurs, on sait que le principal agent qui a kidnappé ou qui a aidé le gouvernement rwandais à kidnapper Paul Rusesabagina, lui, il déclare qu'il est burundais, même si les gens pensent et croient qu'il est rwandais. Mais c'est un pasteur burundais, se dit-il,
On se demande dans quelle mesure, d'ailleurs, au Burundi, est-ce qu'il y a eu des échos de ce pasteur? Est-ce qu'on parle du pasteur Constantin, il s'appelle, je crois, Niombaré. Est-ce que c'est vraiment un pasteur? Si vous avez pu vérifier cette information au niveau du Burundi. Au niveau du Burundi, donc l'enquête, on a porté plainte aux États-Unis et aussi en Belgique. On a aussi une plainte ouverte à Arusha. Mais donc l'enquête, pour l'instant, l'enquête avance sur monsieur le faux pasteur, on l'appelle Constantin, et aussi la société de compagnie de jet privé qui a kidnappé notre père. Par rapport au soutien dans la région des Grands Lacs, oui, là, on reçoit des messages de soutien qui viennent de partout. Au point sur le côté de Constantin, l'enquête continue, donc je ne peux pas en parler beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas lâcher et qu'on se rend compte maintenant que bien sûr c'était un espion rwandais. Toute l'histoire qu'il a racontée pour convaincre mon père, pour attirer mon père, ça a dû être des mensonges. On sait que c'est des mensonges maintenant, comme on a vu le résultat, mais tout ça va être exposé à travers les enquêtes judiciaires et on espère pouvoir avoir des réponses rapidement pour pouvoir les partager avec vous. Je vous remercie, Karine Kanimba, pour l'exposé de la situation de votre papa que vous venez de nous faire. Maintenant, il reste à la communauté rwandaise, notamment à la société civile rwandaise en exil, parce que celle du Rwanda ne peut pas, visiblement, elle ne peut rien faire. Il reste à la société civile de refourbir ses armes et de maintenir sa pression sur le gouvernement rwandais, au moins que les principes de procédure judiciaire soient suivis, au moins qu'on garantisse à Paul Rusesabagina un minimum de liberté, un minimum d'accès au dossier, ce qui n'est pas fait jusque-là, même s'il y a 2-3 jours, la condamnation a été pratiquement dite. Ils ont demandé quelle peine d'ailleurs? Ils lui ont demandé la prison à vie, mais ça, on s'y attendait. Donc, le président Paul Kagame veut faire taire mon père. Mon père a exposé l'injustice et les crimes commis par ce gouvernement depuis plusieurs années. Mon père a reçu une attention internationale à travers le film Hotel Rwanda qui l'a permis à avoir une plateforme pour pouvoir exposer ces crimes produits par le gouvernement rwandais. Il avait une responsabilité avec cette plateforme et il l'a utilisée. C'est pour cela que Paul Kagame veut le faire taire. Et la vie en prison, donc le mettre en prison à perpétuité, c'est la réponse de Paul Kagame pour faire taire un critique, pour faire taire quelqu'un qui expose ses crimes. Mais par contre, on sait que juste récemment, le American Bar Association, donc l'association des barreaux américains, vient de sortir, de publier un rapport qui détaille à quel point le procès est un procès spectacle, que tous ces droits ont été violés, que les procureurs n'ont fourni aucune preuve réelle que mon père ait commis quelconque crime. Et donc, pour dire, ils peuvent décider, les juges peuvent décider de le mettre en prison à vie, mais ce procès ne veut absolument rien dire. Ça, ce sera seulement pour le gouvernement rwandais qui veut qu'il soit en prison à vie, mais les efforts ne vont pas s'arrêter là pour le faire en sorte qu'il sorte de prison le plus rapidement possible. Est-ce que vous pouvez dire qui est l'ABA, l'American Bar Association? Oui, c'est comme le barreau français ou c'est carrément une organisation qui regroupe tous les avocats américains? Elle a quelle importance? Elle a une voix qui porte ou c'est juste une association comme une autre? Donc, le American Bar Association est l'association des barreaux, des avocats américains. Et en collaboration avec la Clooney Foundation, la George and Amal Clooney Foundation, donc la fondation pour la justice, la fondation de George et Amal Clooney pour la justice, on travaille ensemble pour faire ce qu'on appelle un trial monitoring ou une observation du procès depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du procès. Donc, le but, c'était d'être là. Leur travail, c'est là pour vérifier, voir à ce que être des observateurs pour voir comment le procès se produit, si les juges sont justes, si les procureurs sont justes, les avocats sont justes et si tout est équitable.
Et après, ils sortent un rapport pour dire comment est-ce que ça s'est passé. Le fait d'avoir publié le rapport cette semaine, c'est très, très rare parce que d'habitude, ils attendent la fin du procès pour écrire, pour montrer tout ce qui s'est passé. Mais dans le cas de mon père, ils ont vu que beaucoup trop de ses droits avaient été violés et que c'était impossible que les juges, que le verdict soit juste, vu tous ces droits, toutes ces violations de procès équitables qui se sont produites. Ils étalent très bien depuis les premiers jours du procès de comment est-ce que juste le fait qu'après que le procès ait commencé, le juge a décidé de mettre une pause pour 5 à 10 minutes pour que les photographes puissent prendre des photos. Les avocats étaient assis derrière les photographes dans la cour de justice pour dire que c'était pas un procès, une vraie justice, c'était un procès pour le spectacle que Paul Kagame veut montrer au monde. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui se sont produites à travers le procès, mais non seulement ça, mais aussi ce qui a été dit par les juges, ce qui a été dit par les procureurs, ce qui a été dit par les avocats. Ils le détaillent d'une façon très claire pour montrer que mon père n'aura jamais de justice dans ce pays, pour montrer que le verdict, que la conclusion des juges, qui vont donner dans quelques semaines, ne peut être juste puisque toutes ces choses se sont produites jusqu'à maintenant. Et l'importance de ce rapport est pour montrer que même si, encore une fois, dans quelques semaines, ils vont le mettre en prison, ils vont décider de le mettre en prison à vie, tout ça n'aura pas d'importance parce que du point de vue de la communauté internationale, ce procès était un procès spectacle, un procès sans valeur et cette peine n'a pas de signification, d'importance. Kanimba, comme vous le savez, en France, il y a un jeune député franco-rwandais. C'est comme ça qu'il se définissait avant. Aujourd'hui, il dit qu'il n'est que français. C'est un jeune rescapé du génocide qui a été adopté par une famille française, qui a beaucoup, je pense que le président Macron l'écoute beaucoup. C'est un jeune, je pense, qui a aussi la volonté éventuellement que le Rwanda présente une bonne image, une belle image sur le plan du respect des droits de l'homme. Est-ce que vous auriez, si vous ne l'avez pas déjà contacté, puisqu'il appartient quand même au Parlement français, est-ce que vous auriez un message à lui adresser à travers notre média? Je lui demanderai de nous aider à raisonner, Monsieur le Président Macron, en lui demandant en lui parlant du dossier de mon père. En tant qu'une personne d'origine rwandaise, il a aussi une compréhension de ce qui se passe au Rwanda. Il a une compréhension non seulement de la douleur que le peuple rwandais, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, continue à souffrir, à sentir depuis plusieurs années à cause du président actuel. Et il a une responsabilité en tant que personne, en tant que représentant politique, en tant que représentant du peuple, il a une responsabilité de partager ses inquiétudes, de relayer ses informations pour ne pas aussi avoir été un bystander, comme on a dit tout à l'heure. Donc, pour être quelqu'un, pour avoir eu son impact pour aider dans la justice, dans la paix et pour aider le peuple rwandais. En fait, son nom, c'est le député Hervé Berville, qui est député il est en Bretagne, je pense dans les Côtes-d'Armor, ou dans un département voisin, j'oublie souvent les départements français. C'est à lui que vous vous adressez en fait, sachant que vous, comme lui, en 1994, vous étiez encore des enfants, mais que vous savez ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ce que c'est que une famille qui perd un parent, un papa qui est emprisonné sans raison valable, qui est torturé au quotidien et qui ne bénéficie pas de ses droits de citoyen dans une épreuve comme celle-là. Donc, monsieur le député, une fois encore, comme nous nous sommes adressés tout à l'heure au président Emmanuel Macron, nous nous adressons à vous pour qu'en tant que ressortissant originaire du Rwanda, que vous puissiez vous pencher sur le dossier de Paul Rusesabagina. Non pas que vous alliez vous mêler de la procédure judiciaire, non, ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais que vous puissiez suivre, un peu comme le font les Américains, les députés américains, les parlementaires américains, les congressistes, les députés européens,
que vous montriez que vous avez une certaine compassion pour vos anciens compatriotes. C'est tout ce qu'on vous demande. Et donc, soyez à l'écoute du président Macron, soyez aussi un peu à son oreille pour lui dire certaines choses. Nous vous le demandons avec insistance. Et Karine, si vous voulez un dernier mot, par exemple, à l'adresse de qui vous voulez. Oui, je rajouterais aussi pour le député Harvey Berville que moi aussi, j'ai perdu mes 2 parents biologiques pendant le génocide. Moi aussi, je suis devenue orpheline du génocide. Et j'ai eu de la chance d'être adoptée par 2 parents qui m'ont élevée comme leur propre enfant et qui m'ont aussi donné l'amour et tout ce dont un enfant a besoin. Et maintenant, mon père aussi a été, le 2e papa que j'ai eu a aussi été kidnappé, maintenant torturé et ils veulent le faire faire à vie. Et en tant que quelqu'un un député qui a un parcours très pareil dans le début de nos vies, j'espère qu'il pourra comprendre la douleur qu'on vit aujourd'hui et qu'il pourra passer le message au président de la République. Je vous remercie pour ce message poignant. Nous nous trouvons maintenant à la fin de notre émission. Karine, merci d'avoir accepté de participer à cette émission, d'avoir accepté de nous informer, de nous donner le point, de nous faire le point sur le dossier de votre papa. Et nous vous assurons que nous ne cesserons pas de soutenir son cas, d'animer et de sensibiliser la communauté rwandaise et la communauté rwandaise en France d'abord, bien sûr, mais aussi la communauté rwandaise des autres pays avec lesquels nous sommes en relation. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas pour une prochaine fois de venir une fois encore dans nos studios pour parler du problème de Paul Rusesabagina, mais aussi d'un autre sujet que vous aimeriez aborder. Merci. Je vous remercie. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere warashobewe, ekundorere wa mubyeyi